Bienvenue sur Unis dans la diversité, le podcast dans lequel chaque récit est un voyage vers le différent de choix, où la curiosité et le partage créent des ponts entre les mondes. Ici, l'ouverture d'esprit guide le pas et la créativité illumine nos routes. Cher auditeur, es-tu prêt à élargir tes horizons, à te laisser surprendre par la richesse exceptionnelle de l'expérience humaine? Allez, rejoins-nous. Et si ça te plaît, partage au plus grand nombre. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Aurélie et Virginie pour animer ce podcast Unis dans la diversité, avec un tout nouvel épisode dédié au sujet de l'interculturalité. Et nous avons choisi d'inviter deux experts clés, à savoir Charlotte Courtois et Guillaume de Cercet. Alors Guillaume et Charlotte, bienvenue à tous les deux. Merci de nous faire l'honneur de votre présence à nos côtés. Alors Charlotte, toi, tu es donc conférencière en diversité culturelle et tu penses que la cohésion n'est possible que lorsque chacun se sent libre d'être lui-même. Il n'y a pas d'unité sans diversité. Tu as même créé une ONG, Constellatio, afin de promouvoir le dialogue entre les cultures. Guillaume, de ton côté, tu es diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école de guerre et de l'ESCP Europe. Tu as servi pendant 30 ans dans l'armée française. Durant 9 ans, tu as même servi en unité opérationnelle comme colonel à la célèbre Légion étrangère, une armée d'élite et atypique. Aujourd'hui coach, tu es là pour témoigner comment la Légion étrangère est capable de générer de la cohésion avec 150 nationalités différentes, des soldats étrangers prêts à donner leur vie pour un drapeau qui n'est pas le leur, à recruter dans tous les pays du monde et à former des profils aussi différents avec une efficacité aussi grande. Alors bravo à tous les deux, encore merci d'être là à nos côtés et c'est parti pour un joli moment de partage. Alors la première question pour toi Guillaume, finalement, quelle expérience marquante de diversité culturelle as-tu vécue au sein de la Légion étrangère? Lorsque j'étais colonel, nous avions l'habitude tous les vendredis d'avoir un repas groupé entre officiers, repas qui était animé par des espèces de sketchs faits par les officiers les moins gradés, qui se fichaient poliment des officiers plus anciens et plus gradés en les mettant en boîte. On chante beaucoup et à l'occasion d'un chant, truc dramatique, on a eu un doute sur l'ordre entre deux couplets. Oui, donc vraiment un truc très embêtant. Donc on n'avait pas nos carnets de chants sur nous et j'ai demandé à un de nos serveurs, un des légionnaires qui nous servait à table, un chinois. Je l'ai appelé, je lui ai dit Wang, tu vas dans la pièce d'à côté et tu nous récupères un carnet de chants qui est dans le bahut, le gros meuble. Alors Wang part et puis 5 minutes passent, 10 minutes passent, pas de Wong. Et puis au bout d'un quart d'heure, Wong revient, fier d'avoir accompli la mission, mais un peu embêté parce qu'il était bien conscient d'avoir mis le temps. Et il revient en m'apportant avec ses gants blancs un beau plateau en argent, avec posé au milieu un cornichon. Mais alors attention, il l'avait vachement bien présenté, hein. Il y avait des petits morceaux de salade, des légumes coupés autour et tout. Donc c'était une espèce de cornichon en majesté, mais c'était pas du tout ce que je lui avais demandé. Et donc tous les officiers présents ont éclaté de rire. Mais en fait, ils se fichaient un peu de moi et pas de lui, parce que moi je leur serinais toute la journée. Attention, faites bien répéter les ordres que vous donnez. Donc, quand on dit un truc à un légionnaire, comme il y a 150 nationalités, ben, on n'est pas toujours sûr d'être compris. Et donc, on leur fait répéter. Et puis là, pris un peu dans le feu de l'action, je ne l'avais pas fait. Et puis, résultat, ça m'était revenu dans la figure, parce que c'était l'ordre que moi, j'avais donné, qui n'avait pas été exécuté. Voilà. Donc je garde un super souvenir de ce moment parce que lui, il était tout embêté. Et puis, il a vite compris qu'en fait, on ne se fichait pas de lui. Et donc, ça s'est bien terminé. Voilà. Un gros choc et un grand moment, j'imagine. Alors Charlotte, et toi, quel a été le déclic pour la création de Constellation?
pour ta conférence, évidemment, notre prix, ton pancarte, mais surtout ton engagement pour le dialogue interculturel. Alors moi, j'ai eu la chance incroyable quand j'étais adolescente de partir habiter à l'étranger avec mes parents. On a habité en Australie pendant 2 ans et demi, donc entre mes 13 ans et mes 15 ans, et ça a été une grosse découverte, une grosse prise de conscience. C'est là que j'ai attrapé le virus très très bienveillant du voyage. Et en fait, à l'époque, je me suis dit, mais waouh, mais en fait, tout le monde ne vit pas pareil. Et ça a été un peu la base de tout ce qui s'est passé par la suite. Donc moi, après, j'ai fait une école de commerce internationale. Et en école de commerce, on avait des cours de management interculturel. Et je me disais, c'est quand même dommage, c'est pas quand on a 20 ans, 22 ans que soudainement on va s'ouvrir au monde parce qu'on a eu des cours de management interculturel. Ça serait chouette un jour de faire quelque chose avec les enfants là-dessus. Et donc, à l'époque, je me disais, je vais bosser pendant 10 ans, je vais prendre une année sabbatique, je mettrai de l'argent de côté et je ferai un projet avec les enfants sur l'interculturel un jour. Et donc, j'ai créé Constellatio quelques années après pour effectivement sensibiliser les enfants au dialogue entre les cultures, un peu partout dans le monde. Et puis, la suite logique de tout ça, c'était qu'à un moment donné, j'ai fini par me dire que ça serait bien d'en parler avec les adultes aussi, parce qu'en fait, quand on voit ce que les enfants apprennent comme ça et l'évidence, en fait, dans tous ces échanges interculturels, on se dit, mais il faut s'inspirer des enfants dans cette curiosité, parce qu'on en reparlera, mais la curiosité, pour moi, elle est au cœur de l'interculturel et de la diversité de manière générale. Il faut éduquer les enfants à l'interculturel et développer leur curiosité autant envers les autres cultures qu'envers leurs propres identités culturelles. Et puis, on peut quand même vraiment s'en inspirer pour les adultes, dans le cadre de l'entreprise, mais dans nos vies de tous les jours. Et puis le podcast a été la suite logique de tout ça pour une autre manière de transmettre cette fascination pour nos différences, mais aussi pour nos points communs, parce qu'il y a beaucoup plus de points communs que ce qu'on peut imaginer. Merci Charlotte. Du coup, pour être un petit peu précis et pour éclairer sur le sujet de l'interculturalité, comment est-ce que vous définiriez tous les deux le thème de l'interculturalité par rapport à vos domaines respectifs? Pour moi, l'interculturalité, c'est le lien entre des personnes qui comprennent les choses différemment, qui réagissent différemment, qui analysent différemment. Ça peut être dans tous les domaines. On a tendance à penser culture nationale, mais réellement, l'interculturel, et la culture, il y a plein de niveaux. On a la culture nationale, la culture régionale, la culture familiale, parfois la culture sportive, la culture religieuse, la culture de métier. Et donc, en fait, pour moi, l'interculturalité, c'est ce lien qui va relier des personnes qui ont plein d'identités, de pratiques et de compréhensions différentes. Alors moi, comme je me suis un peu douté que vous me poseriez la question, je suis allé chercher une définition, mais je vais l'illustrer, vous allez voir. Donc là, une définition que j'ai trouvée super sur l'interculturalité, c'est la suivante. C'est l'ensemble des relations et interactions entre des cultures différentes, générées par des rencontres et des confrontations. Impliquant des échanges réciproques, cette interculturalité est fondée sur le dialogue, le respect mutuel et le souci de préserver l'identité culturelle de chacun. Donc je me retrouve absolument dans cette définition et je voudrais reprendre 3 points en particulier. Interaction entre des cultures différentes générées par des rencontres et des confrontations. J'aime bien cette idée de la précision qu'il peut y avoir des confrontations aussi, parce que évidemment il y a de la richesse, on en reparlera tout à l'heure, mais ça coule pas de source et c'est pas évident que ça se passe toujours bien. Par exemple, à la Légion étrangère, où tu le disais tout à l'heure, il y a 150 nationalités. Il n'y a aucun endroit au monde, à part peut-être l'Assemblée générale de l'ONU, où il y a autant de gens de nationalités différentes, et encore, ils vivent pas ensemble. Quelquefois, on a eu le cas d'anciens ennemis, de gens qui s'étaient combattus sur le champ de bataille, chacun dans leur pays, qui se retrouvent dans la même unité. Donc là, on voit bien que ça peut aboutir à des confrontations. Et puis, on a du racisme également. Alors, la Légion étrangère ne souffre pas de racisme systémique, il n'y a rien de tel. En revanche, parmi les gens qui nous rejoignent, il y a des gens qui sont racistes. Et malheureusement, c'est une plaie, le racisme, qui est partagé dans un grand nombre de pays. On peut être tenté de se représenter que c'est le fait d'occidentaux blancs, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et malheureusement, j'ai plein d'anecdotes sur ce sujet-là. Ensuite, le deuxième point intéressant de cette définition, c'est impliquant des échanges réciproques, elle est fondée sur le dialogue. Oui, pour ça, il faut une langue commune. Et donc, à la Légion étrangère, c'est le français. On a 2 tiers de nos légionnaires qui arrivent à la Légion sans parler un mot de français, parce que ça n'est pas une condition
de recrutement. Il y a plein d'autres conditions, mais il n'y a pas celle-là. Et donc, pendant les 4 premiers mois, pendant 1 heure par jour, les légionnaires ont un cours de français qui est donné par des cadres francophones. Donc, on a quelquefois des Espagnols ou des Chinois qui donnent des cours de français à des nouvellement arrivés. Et puis le troisième point, c'est le souci de préserver l'identité culturelle de chacun. Alors là, c'est un truc qui est vraiment très fort à la Légion et il y a 4 choses qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est notre drapeau. Vous savez probablement que toutes les unités dans toutes les armées ont toujours un drapeau, donc avec les 3 couleurs, mais également avec une devise marquée dessus. La Légion étrangère, elle appartient à l'armée de terre française. Et sur tous les drapeaux de l'armée de terre, il y a marqué honneur et patrie. Et il n'y a que sur les drapeaux de la Légion étrangère où vous avez marqué honneur et fidélité, qui est une manière de ne pas imposer aux légionnaires une patrie qui n'est pas la leur. Et la fidélité, c'est la fidélité au serment qu'ils ont pris qu'ils ont fait quand ils se sont coiffés de leur képi blanc de servir la Légion étrangère et la France avec honneur et fidélité. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est notre devise. Notre devise, qui date du début du XXe siècle. La Légion étrangère a été créée en 1831. C'est Legio Patria Nostra, qui va dire la Légion est notre patrie. Et c'est une devise qui est fantastique à 3 titres. D'abord, elle est en latin, qui à l'époque était la langue universelle. Donc c'est une manière de la rendre accessible à tout le monde. La deuxième chose, c'est que on sent le collectif d'emblée, parce que ça ne dit pas Legio Patria Mea, la Légion est ma patrie, mais la Légion est notre patrie. Donc d'emblée, le collectif est là. Et puis vous avez vu qu'on n'a pas mis France, on a mis Legio Patria Nostra. Quand vous avez un légionnaire paraguayen qui arrive en France juste pour faire un contrat de 5 ans à la Légion étrangère et qui ensuite prévoit de repartir dans son pays, nous ne voulons pas lui imposer l'espèce de violence que ça pourrait représenter d'abdiquer sa propre nationalité en lui disant bah maintenant tu es chez nous, tu prends la nôtre. Voilà. Parce que tous ne veulent pas devenir français. C'est le troisième point, justement, l'acquisition de la nationalité française. Elle est soumise à la volonté du légionnaire. Et je me souviens avoir rencontré, quand j'étais jeune officier, un sous-officier ancien anglais, dont j'avais appris qu'il avait toujours la nationalité anglaise, alors qu'il avait 25 ans de service dans la Légion, qu'il avait épousé une Française, qu'il vivait en France, qu'il avait des enfants français. Et donc j'avais été le voir en lui disant mais mon adjudant, vous devez vous enquiquiner la vie à être encore anglais, parce que pas avoir la nationalité quand on habite depuis aussi longtemps dans un pays, c'est quand même compliqué. Et il m'avait répondu avec un petit sourire, vous savez mon lieutenant, moi j'accepte de mourir pour la France si vous me le demandez, mais il faut pas oublier que nos 2 pays sont en guerre depuis 1500 ans. Alors avoir la nationalité, ça c'est impossible pour moi. Ligne rouge. Voilà. Donc, en fait, ils font bien ce qu'ils veulent. Voilà, c'est une forme de considération également. Et puis, la dernière chose, la Légion étrangère est la seule troupe en France à ne pas chanter la Marseillaise, pour les mêmes raisons. Parce que de la même manière que, alors il se trouve que la Légion étrangère est une exception française, mais s'il y avait une Légion étrangère dans un autre pays et que j'avais eu envie d'y aller, je ne sais pas si j'aurais eu très envie de chanter l'hymne national de ce pays-là au garde à vous. C'est également une forme de contrainte qu'on veut leur éviter. Et donc, ça me donne une très belle transition pour te demander comment la Légion étrangère gère justement les défis qui sont liés à la diversité de ses membres, puisque tu parlais de confrontation. Les défis sur la diversité culturelle et ethnique et linguistique, moi j'en vois 3. Le premier défi, c'est le racisme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça existe, c'est très répandu, malheureusement. Et donc la façon dont on s'y prend pour ça, quand j'étais tout jeune officier, affecté dans le régiment d'instruction de la Légion étrangère, où nous arrivent nos légionnaires juste après avoir été recrutés. Donc là où on fait ce qu'on appelait autrefois les classes, donc on leur fait leur formation initiale qui dure 4 mois. La première journée, pour le jeune chef que j'étais, était consacrée à tous les recevoir dans le bureau, et comme ils n'avaient pas encore eu de cours de français, après le français est la seule langue autorisée à la Légion, mais comme ils n'avaient pas encore eu de cours, je parlais anglais avec les uns, allemand avec les autres, en fonction des langues qu'on avait en commun. Et puis, j'essayais de faire un peu connaissance, donc je passais 10 minutes, un quart d'heure avec chacun d'entre eux. Et je vois arriver un Anglais qui m'explique que, alors il était moitié anglais, moitié français, donc il parlait plutôt bien français, et qui m'explique qu'il était hooligan dans son pays et que politiquement, il était marqué de telle façon qu'il était franchement raciste.
Et je lui ai dit, est-ce que tu vas avoir un souci ici? Il me dit, oui, clairement, il y a trop d'étrangers. Alors, je lui ai dit, bah, je sais pas si tu as vu, mais ça s'appelle quand même la Légion étrangère, c'est un peu le principe. Donc moi, je veux pas qu'il y ait de soucis entre des étrangers et toi. Il me dit, ouais, mais il y a quand même beaucoup de noirs. Je lui dis, bah oui, bah, quand même, quoi. Voilà. Donc tu fais un effort et il faut que ça se passe bien. Et puis je passe quelques légionnaires après, et arrive un légionnaire sénégalais, Diop, il s'appelait. Et donc on discute, évidemment, il parlait très bien français, et je lui dis, alors Diop, pour toi, ça va bien se passer, tu as des points d'inquiétude? Il me dit, ah oui, oui, j'ai des points d'inquiétude, c'est que moi je suis raciste. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blancs, beaucoup de chinois, quelques arabes, et puis des noirs qui sont pas de la bonne ethnie pour moi. Ah, alors je lui ai fait la même remarque qu'à Atkinson, en lui disant, mais en fait, t'as pas le choix. Donc il faut vraiment t'enlever toutes ces idées-là de la tête. Il dit, ok, très bien, je vais essayer, mais je vous promets rien. Je lui ai dit, non, non, mais tu vas essayer et tu vas réussir. Et puis j'étais quand même un peu inquiet. Donc je vais voir mon adjoint, une fois que j'avais passé mes 40 légionnaires, et puis je lui ai dit, chef, on en a deux là qui manifestement vont se détester. Comment on fait dans ce genre de cas? Il me dit, oh, c'est simple, on les binôme. Et on les a mis ensemble, on a forcé la fraternité en les faisant tout faire ensemble. Et résultat, au bout de 3 mois, ils sont devenus copains comme cochons, parce qu'on les a fait dépendre l'un de l'autre. C'est pas une option, la cohésion et la fraternité. Donc quand on les voit arriver avec des vraies inimitiés qui souvent sont viscérales, eh ben en fait, plutôt que de se voiler la face, on les affronte en les contraignant à vivre ensemble. Et là, on parle justement de confrontation. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion en équipe de faire le bilan avec eux deux sur justement leur relation et comment ça avait fait changer leur rapport au racisme? Alors j'ai fait mieux que ça. Euh, Au bout de 8 ou 9 semaines, pendant leur instruction initiale à la Légion, où ils sont toujours sur le terrain et où c'est vraiment, vraiment dur, on les pousse dans leur retranchement physique, psychologique et tout, ils ont le droit à une demi-journée de quartier libre en ville. Donc ils sont en grande tenue, et puis un samedi après-midi, on les laisse sortir. Et puis il est recommandé aux cadres d'être présents, parce que les légionnaires sont un peu turbulents quelquefois. Et donc j'en ai profité pour faire des courses avec ma femme, et donc je descendais la grande rue de Castelnaudary à côté de Toulouse. Et puis je vois Atkinson, mon légionnaire hooligan, ex-hooligan, bras dessus, bras dessous, dans la rue avec une noire. Alors je me dis, donc ça marche bien quand même, hein. Et donc lui me voit, il me salue réglementairement, je lui rends son salut, je dis bon après-midi Atkinson et tout, hop, on continue. Et puis après, je dis à ma femme, mais tu t'en es pas rendu compte, mais c'est dingue en fait ce qu'on vient de voir, compte tenu du passé du bonhomme, c'est juste dingue. Bon, je laisse passer le truc. Et puis le lundi matin, après le rassemblement, je dis à Atkinson, viens voir camarade, t'étais avec une jolie fille samedi. Et là, tout fier, il me dit, ouais, vous avez vu, hein, mon lieutenant, jolie fille. Hein. Je dis, mais Atkinson, elle était black. Il me dit, oh non, elle n'est pas black, c'est la sœur de mon camarade. Vous voyez l'évolution dingue, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte au bout de quelques semaines qu'en fait, toutes les histoires dont il s'était nourri et qu'on lui avait racontées, bah, ça valait rien. Donc, ça marche. Alors après, je peux pas vous jurer que dans un régiment de 1000 hommes, il n'y a pas de temps en temps une ou deux blagues racistes entre mecs avec un fort taux de testostérone. Bon, voilà. Mais en tout cas, rien de systémique et c'est un sujet qu'on affronte. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième défi que je vois lié à la diversité, c'est le communautarisme. Et là, le risque, c'est que les règles nationales ou communautaires prévalent sur le règlement. Ce genre de choses. Et ce qui est à craindre dans le cas de la Légion, c'est que ces règles court-circuitent la hiérarchie militaire. Et donc, au début, à la création de la Légion étrangère, les bataillons, les régiments, donc les unités étaient constituées avec des gens de la même nationalité, parce qu'on considérait que c'était plus simple d'un point de vue linguistique notamment. Et en fait, on s'est rendu compte, alors même que c'était des nationalités plutôt européennes, que les unités étaient difficiles à commander parce qu'il y avait des espèces de règles parallèles qui nous échappaient. Et donc, dorénavant, on fait très attention dans les unités de Légion à mettre exactement la même proportion de soldats des mêmes nationalités dans les mêmes entités pour que vous n'ayez pas des blocs de gens de la même nationalité. Et j'ai assisté à un truc où j'ai réagi avec fermeté quand j'étais colonel et que je commandais mon régiment de 1000 hommes. Je me déplaçais dans le régiment avec un bonhomme qui était coréen et qui était gradé. Et on croise
un tout jeune Coréen qui venait d'être affecté au régiment, qui n'était pas gradé du tout, et c'est le plus gradé qui a salué en premier le moins gradé. Ce qui est contraire aux usages militaires, où c'est le moins gradé qui salue le plus gradé. Et j'ai très vite compris pourquoi. C'est parce que on m'avait prévenu quand ce bonhomme-là était arrivé, donc le plus jeune des Coréens, qui faisait partie de la famille princière de Corée. Et donc qu'il était susceptible d'avoir un vrai ascendant sur les autres. Et là, ascendant qui s'était manifesté par le fait que le plus ancien s'était assis sur les principes de hiérarchie militaire et qu'il avait fait passer ça auparavant. Et donc, j'ai sanctionné les deux. Et j'ai fait savoir très largement dans le régiment qu'il y avait une seule science exacte, et c'était la hiérarchie militaire telle que nous, on la concevait, et pas telle que eux pouvaient se la représenter avec leur préférence. Et puis, le dernier risque lié à la diversité, c'est l'inefficacité. Parce qu'en fait, on le sait, quand on fait du management interculturel, c'est quand même vachement compliqué. Deux, trois personnes qui sont d'origines différentes autour d'une table, pour les faire travailler ensemble, ça complique singulièrement. Et donc, pour contrer cette inefficacité, on utilise un processus de prise de décision qui est très clair et qui repose sur trois principes qui sont admis par tout le monde. Le premier principe, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la consultation des collaborateurs, où on leur demande leur avis. Il y a un temps pour la prise de décision et il y a un temps pour l'exécution des ordres. Le deuxième principe, c'est que chacun a sa zone de compétence. Tous les avis ne se valent pas. On a cette vraie difficulté avec les réseaux sociaux qui fait que n'importe quel demeuré peut donner son avis et challenger des sachants. Des gens qui ont consacré leur vie à être compétents sur un domaine, etc. Alors, nous, on part du principe que tous les avis ne se valent pas et que chacun est appelé à se prononcer sur ce qu'il connaît, sur ce sur quoi il a une compétence, mais pas sur le reste. Et puis, le troisième principe sur lequel repose notre processus de prise de décision, c'est la phrase de Clémenceau qui disait « Pour décider, il faut être un nombre impair, et 3, c'est déjà trop. » Donc, il y a une personne qui décide. Et le corollaire de cette décision, c'est que c'est la discipline. Elle permet que la décision soit suivie des faits. Merci beaucoup Guillaume hein, pour ces riches partages. Alors du coup, toi Charlotte, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer comment Constellatio favorise le dialogue entre cultures dans ses projets? Alors nous, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui est à la base vraiment, c'est la curiosité. Donc ça fait 13 ans maintenant que Constellatio existe. J'étais toute jeune quand j'ai créé ça, j'avais 24 ans. Donc depuis 13 ans, on est allé dans 14 pays différents. Et donc évidemment, on ne débarque pas dans un pays pour expliquer ce qu'est leur culture. L'idée, c'est d'amener les enfants et les ados avec lesquels on travaille à poser des questions et à se poser des questions. Plus on s'intéresse aux autres cultures, plus on découvre d'autres façons de faire les choses, plus on gagne un recul différent sur nos propres pratiques culturelles. Parce qu'on ne se rend souvent pas compte de comment on fait les choses tant qu'on n'a pas été confronté à d'autres façons de faire les choses. Et mieux on se connaît, moins on se sent menacé par la différence. Donc ça, c'est vraiment à la base de tout ce qu'on fait. Donc nous, on travaille par projet. Dans chacun de nos projets, selon les thématiques qu'on va développer, on va vraiment mettre ça au cœur de toutes nos actions. C'est vraiment d'accompagner les enfants et les adolescents dans « Ok, on va poser des questions. On va arrêter d'essayer de deviner ce qu'il y a dans la tête de l'autre. On va arrêter de calquer notre cadre de compréhension sur l'autre. S'il réagit de telle façon, c'est pas forcément qu'il est casse-pied, qu'il veut nous embêter, qu'il est bête, qu'il est machin. C'est peut-être juste que lui, il fonctionne différemment. Je vais prendre un exemple. On a fait un projet sur les musiques traditionnelles. Donc, on a réuni des musiciens bretons, tunisiens et indiens qui jouent ensemble, avec lesquels on est intervenu auprès de 1300 enfants dans les 3 pays, dans des écoles, des orphelinats, des hôpitaux pour enfants, là où il y avait des enfants, en gros, pour leur montrer que quand on s'écoute un peu les uns les autres, on peut faire des jolies choses ensemble. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, les musiciens ont créé des morceaux qui sont indo-tuniso-bretons. Oui, ça existe du coup. C'est pas de la fusion musicale. C'est-à-dire que ce ne sont pas des musiciens bretons qui jouent de la musique indienne avec leurs instruments. On reconnaît dans leur musique l'identité musicale et culturelle propre à chacun. Donc c'est vraiment l'idée que dans ce dialogue, on ne se perd pas. Et on ne perd pas sa culture. On n'est pas obligé de
tamiser, de diminuer qui on est pour aller à la rencontre de l'autre. Au contraire, c'est la base en fait. Le pouvoir partager ce qu'on fait et être qui on est, c'est ça qui va amener le dialogue. C'est ça qui va amener l'autre à dire « Ah bah tiens, vu que tu dis ça, bah moi je fais les choses comme ça ». C'est pour ça que je dis effectivement qu'il n'y a pas de cohésion sans diversité, parce qu'en fait, à partir du moment où on cherche l'homogénéité, on se sent forcément tous exclus d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment ça que nous, on veut apprendre aux enfants, qu'au-delà de ça, on peut être soi, et c'est grâce à ça qu'on va rencontrer l'autre. Et si on permet à l'autre d'être lui-même, bah, c'est là qu'on peut avoir une discussion ouverte. Et je vais rebondir sur une autre chose que tu as dit, Guillaume, que je trouve hyper intéressante, c'est le fait de mettre ensemble des gens qui sont différents. Donc, j'ai organisé un voyage scolaire où j'ai ramené 21 petits Tunisiens en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, rencontrer leurs correspondants. Et en fait, ça s'est hyper bien passé parce que généralement, en fait, les stéréotypes qu'on va avoir, c'est un cadre dont on a besoin pour savoir comment réagir face au monde, parce que notre cerveau, il a besoin d'aller vite. Donc, il va aller chercher ces raccourcis, on va dire. Le problème, c'est quand on passe dans le préjugé. Et le préjugé, ben, finalement, il ne peut être confronté que quand on est en rapport avec l'autre, quand on rencontre l'autre. C'est pour ça qu'il y en a des gens qui sont racistes, qui vont dire non, mais je suis pas raciste, j'ai un ami qui est noir. Parce qu'en fait, quand on est confronté à la personne et qu'on sort du cadre abstrait, on est obligé de se confronter à la réalité des choses. Finalement, c'est en montrant la réalité des choses, en mettant des noms, en mettant des parcours, que ça se fait naturellement. Moi, j'ai des élèves qui avaient entre 8 et 10 ans et qui disaient, mais en fait, leur pays, la Tunisie, il est complètement différent. Et nous, notre pays, c'est un autre monde pour eux. Mais en fait, quand on discute, on se rend compte qu'on n'est pas si différents les uns des autres. À coup de courtes nuits, de gros efforts physiques, de mise en danger raisonnable, nos légionnaires, on les pousse un peu hors de leur retranchement. Et en fait, derrière le masque, il y a l'homme. Et donc, toutes les histoires qu'on se raconte, quand tu es complètement épuisé, tout ça tombe à l'eau, quoi. Et l'histoire que j'ai racontée sur mon anglais et sur mon sénégalais, ça n'aurait sans doute pas pu arriver ou pas avec la même intensité ou pas à la même vitesse si ça n'avait pas été dans le cadre exceptionnel du je me dépouille du vieil homme en étant mis dans le rouge et poussé dans mes limites, quoi. Merci de préciser ça, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu cette semaine, puisque j'ai eu la chance de partir 5 jours dans le désert avec des personnes d'origine vraiment différentes, des Italiens, des Canadiens, des Algériens, des Marocains, un Béninois, des Français, Tunisiens, Libanais. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était vraiment dans une démarche de sincérité radicale. Donc, nous n'avons pas abordé particulièrement les sujets sur lesquels nous avions évidemment une diversité culturelle, mais très rapidement, comme on était en sincérité radicale, on s'est retrouvés à réaliser à quel point nous avions de points communs, à la fois dans nos histoires avec la famille, dans nos rapports faits parfois professionnels, dans la place que nous avons mis dans notre identité par rapport à nos origines ou par rapport à notre religion. Et vous apercevez finalement qu'à la fin de ces 5 jours, nous étions donc 17, en fait les 17 pleuraient dans les bras les uns des autres. Donc en fait, à 5 jours, parce qu'on était en sincérité radicale, il s'est vraiment passé des choses extraordinaires et avec des amitiés, je pense, qui vont durer dans le temps. C'est génial ce que tu dis, ça me fait penser, en fait, quand j'ai créé l'asso, moi, l'objectif initial, c'était de faire découvrir aux enfants les différences culturelles. Et en fait, la première classe dans laquelle je suis intervenue, c'était des enfants qui étaient en CE2 et CM1. Je suis intervenue 3 semaines, 2 à 3 fois par semaine avec eux. On a mené tout un projet autour d'histoires qu'ils écrivaient, etc. Et quand je leur ai demandé ce qu'ils avaient appris, ils m'ont dit, on a appris qu'on avait beaucoup plus de points communs que ce qu'on pensait. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai modifié ma façon de fonctionner. Ce sont des enfants de 8-9 ans qui m'ont dit « Ah mais non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas les différences, c'est les points communs. » Moi, ça me fait vraiment le mot qui me vient tout le temps là quand je vous écoute, c'est le mot universel. Et moi, je fais vraiment le lien entre les enfants et la Légion étrangère, où quelque part les enfants sont la représentation d'une forme de pureté dans le sens où effectivement ils ont moins de conditionnement et ils sont plus vierges pour se repérer, voilà, et être plus agiles et s'adapter. Et puis cette Légion étrangère qui c'est ce drapeau universel qui fait que ça finit par faire tomber les masques et les armures
où on retrouve l'homme et on retrouve l'enfant à l'intérieur de soi, sur finalement qui je suis, et quel homme je suis, et comment je m'adapte, et comment je fais corps, et comment je fais vie avec tous ces hommes et ces femmes autour de moi. Donc il y a vraiment ce côté drapeau universel que du coup on peut inculquer auprès de nos enfants, qui qu'on soit, et qu'on soit à l'école, qu'on soit en tant que parents et autres institutions, et puis en tant qu'hommes et femmes devenus adultes, se rappeler en fait de ce côté universel, qu'on est tous des hommes et des femmes sur Terre, au sein de l'humanité. Pour moi, hein, je crois qu'il y a cette notion de paix qui réside en chacun, sur retrouver la paix, pour faire face à la guerre, pour faire face aux confrontations, pour faire face à l'évolution de l'humanité. Et voilà, en tout cas, merci pour ces beaux témoignages. Juste une petite chose. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Aurélie. Pour illustrer, l'UNESCO a publié des chiffres en 2022 qui montrent que 89% des conflits armés dans le monde se passent dans des zones où le dialogue interculturel est faible. Donc effectivement, c'est vraiment une question de paix, autant intérieure que dans notre quotidien, que mondial en fait. Alors, j'ai envie de vous demander à quoi la diversité est tellement une richesse pour notre société. Alors, de façon très concrète, d'abord de manière très prosaïque dans le recrutement, parce que nous, notre ressource, elle est mondiale, et nous recrutons 1200 légionnaires par an. Et nous avons ce ratio qui ferait pâlir d'envie toutes les entreprises, qui est que nous prenons un candidat sur 4. Donc on a un taux de sélection qui est très élevé, ça nous permet d'avoir de très bons profils intellectuels, physiques, en termes de force morale, de valeur. Et donc la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la richesse humaine que permet la diversité. La deuxième chose, une fois que nos légionnaires sont dans nos rangs, c'est une saine émulation entre les nationalités. C'est-à-dire que, on l'a dit, on combat absolument le racisme quand il est là, mais vous avez malgré tout chez nos légionnaires une forme de fierté nationale qui fait que j'ai assisté 100 fois à des cas où vous avez un Canadien qui houspille un Chinois parce qu'il est dans un effort qui est trop dur et qu'il arrive à ses limites en lui disant allez le Chinois en avant, encore une pompe ou encore une traction ou encore un abdo ou encore un kilomètre ou encore un pas. Les légionnaires entre eux jouent sur ces ressorts-là pour qu'il y ait une émulation sympa et qu'on pousse les gens à donner encore plus que ce qu'ils seraient prêts à donner. Et puis la dernière richesse que je vois, c'est une vraie plus-value dans le domaine opérationnel. Alors on le sait peu, mais en fait nos légionnaires ont un droit à l'objection de conscience. C'est-à-dire que quand on a si jamais, donc le président Macron en a parlé hier, si jamais la France devait un jour rentrer en guerre contre la Russie, eh bien, nos légionnaires russes, et on en a pas mal dans nos rangs, auraient évidemment le droit de ne pas participer à cette mission-là. Néanmoins, quand on a des gens qui sont d'un même groupe linguistique ou culturel qui sont présents, j'avais le cas d'un super légionnaire qui était slovène, il était capable de me décrypter des choses dans les relations interpersonnelles que je pouvais avoir avec des chefs de village, des responsables d'associations, des militaires bosniaques ou serbes ou croates avec lesquels je traitais, que moi j'aurais été incapable de décrypter. Donc ça représente un vrai plus. J'ai vu récemment, alors je sais plus qui c'était, je me demande si c'était pas Fanny Dufour qui a posté sur LinkedIn un post qui m'a fait sourire, où elle disait c'est génial les œufs. Avec les œufs, on peut faire des omelettes, on peut faire des œufs mimosa, on peut faire des œufs à la coque, on peut faire... Mais quand tu rajoutes de la farine, du beurre, etc., tu peux faire un gâteau, c'est quand même vachement bien aussi. Et c'est un peu ça l'idée pour moi, la richesse de l'interculturel, c'est de dire on peut faire les choses comme on a toujours fait. Mais si on a envie d'être plus créatif, il faut qu'on ait des idées différentes, il faut qu'on ait des fonctionnements différents, ça apporte du plus, forcément. Et donc, pour moi, la richesse centrale de l'interculturel, c'est vraiment ça. Et j'ai fait un hors-série de mon podcast de surprise interculturelle qui est sorti il y a un mois avec Juan Camilo Velázquez, qui est directeur général d'un groupe français en Colombie. Et il disait, OK, si on est tous pareils, ça ira plus vite. Mais si on est différent, bah, peut-être que le projet sera plus performant, plus efficace, plus créatif, plus innovant. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est
effectivement, l'interculturel, ça peut amener du conflit, ça peut amener des incompréhensions, donc c'est plus difficile. Mais si on veut que ça bouge, si on veut qu'il y ait des idées nouvelles, etc., mais en fait, il faut passer par la difficulté, mais comme au niveau personnel, en fait. Si on reste dans sa zone de confort, si on fait comme on a toujours fait, ça va rouler jusqu'à ce qu'on soit plus adapté, en fait, au monde qui nous entoure, parce que on se sera pas donné le petit coup de pied aux fesses de dire, OK, on va sortir du cadre rassurant et on va aller chercher des choses différentes. Et puis, la deuxième richesse qui est fondamentale, et notamment dans les entreprises, c'est que si l'unicité est acceptée de chacun, et si on se retrouve autour un peu ce que tu disais aussi, autour d'une bannière commune quelque part, et autour de valeurs communes et d'un objectif commun, ça marche vachement mieux, parce que chacun est libre d'être lui-même et est libre de l'exprimer. Donc moi, je parle d'interculturel depuis des années, ça fait peut-être 20 ans que je travaille sur ce sujet-là, mais c'est aussi quelque chose de transversal, parce que ça s'applique à tout le reste, ça s'applique à tous les types de différences, en fait. Mais c'est plus facile de parler de la différence qui est loin pour ramener après à ce qui est plus près. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais plein de diversité dans les banlieues à Paris, t'es pas obligé d'aller faire un tour du monde pour ça. Bah ouais, mais en fait, quand tu vas parler de ton voisin, c'est vachement moins facile que de parler de ce qui est loin et de dire, ah, c'est génial. Moi, avec des enfants, avec des ados, en 6e, on parlait des autres pays, ah, c'est super intéressant et tout. Je dis, bah ouais, mais regarde, là, ton copain de classe, il est d'origine turque, tu lui as demandé, lui, s'il fêtait Noël et comment il fêtait. Ah non, c'est vrai, tiens, raconte. Donc, voilà. Partir de ce qui est loin pour amener, pour passer sur du transversal, c'est hyper intéressant aussi. Et elle est là, la richesse de l'interculturel. Ça nous amène à considérer l'autre et à se considérer soi-même d'un regard un peu différent et un peu plus questionnant et curieux. L'autre étant le miroir de soi-même, hein, donc quelque part, ça nous pousse à nous découvrir à nous-mêmes dans notre propre diversité. C'est toute la clé, en fait, hein, de l'acceptation de soi en premier, pour ensuite accepter quelque part la singularité de l'autre. Alors, du coup, on a parlé des richesses. Maintenant, quelle serait, selon vous, la principale difficulté? Je crois que Guillaume, tu voulais t'exprimer au sujet, effectivement, du travail dans l'interculturel. Alors moi, je vais vous faire une réponse qui va être un peu contre-intuitive. C'est l'expression des sentiments. Et en particulier de la satisfaction ou de la reconnaissance ou, osons le mot, de l'affection. Dans l'armée de manière générale, et donc à la Légion étrangère, quand on veut dire à quelqu'un qu'on est content de son travail, on a des outils réglementaires pour ça. On a des lettres de félicitations, des médailles, des témoignages de satisfaction, des décorations, tout ce qu'on veut. Mais il y a également, et c'est très important pour nos légionnaires qui sont de grands affectifs, il y a également la dimension humaine et interpersonnelle de la transmission de ce sentiment. Et là, pour le coup, c'est probablement là que j'ai rencontré mes plus grandes difficultés quand j'étais colonel. Donc j'avais déjà servi depuis une dizaine d'années à la Légion. J'ai continué à me gourer sur ce sujet-là. J'ai un souvenir un peu cuisant d'un sous-officier biélorusse que j'aimais beaucoup et qui avait rencontré une grosse épreuve personnelle dans sa famille. Et je l'ai appris quand on était sur le terrain ensemble. Et donc j'étais allé le voir, je lui avais dit un mot et puis pour lui témoigner de ma compassion, je lui avais posé la main sur l'épaule. Et en fait, il l'a mal pris. Il a retiré l'épaule brutalement, comme si c'était une espèce d'intrusion ou une effusion qui se faisait pas. Dans son système de représentation ou du partage des émotions, il y avait probablement une grande importance accordée à la pudeur. Et moi, j'avais pas intégré ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que en fait, ce dont il faut être conscient, que quand on se lance dans l'interculturel, c'est simple. On va se planter. Ça fait partie du jeu. On va se planter parce qu'on sort de notre zone de on connaît tout, on comprend, etc. pour aller vers l'autre et se dire, ok, effectivement, il y a des choses qu'on va faire qui vont pas passer, et c'est là que derrière, il faut voir comment on adapte et comment on en discute, etc. Mais je pense que c'est hyper central. Quand on se lance sur l'interculturel, on accepte la vulnérabilité. On accepte le fait qu'on ne sache pas tout. On accepte le fait qu'on va se planter, en fait, et qu'il va falloir en discuter derrière.
Et sur ce que tu dis sur la façon d'exprimer les émotions, le soutien, etc., c'est marrant, j'ai écrit un épisode du podcast qui sort au mois de mars ou avril sur la Colombie, parce que je suis allée en Colombie où tout est hyper exprimé. C'est génial, c'est du bonheur. Mais c'est clair que je pense que si on met un Colombien avec un Japonais, ils vont pas du tout avoir la même façon d'exprimer les choses. Il y a un rapport à la pudeur des sentiments, à la pudeur de l'expression des émotions, etc., qui est pas du tout à la main. Donc, faut pas hésiter à poser des questions, mais aussi à exprimer comment nous on fonctionne. Être conscient, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ok, en fait, moi, je présente mon soutien moral en mettant ma main sur ton épaule. Ne pas hésiter à l'exprimer, ça. Tu vas dire, bah ça, en fait, dans ma culture, c'est la manière de faire les choses, mais du coup, toi, dans la tienne, c'est quoi? La difficulté va se trouver dans ne pas partir de quelque chose qui semble une évidence, en fait. Mais c'est une excellente tradition sur la question suivante. Justement, quand on est dans une posture de leader, quel rôle a-t-il joué cette posture de leader dans la gestion de C'est un jeu de ping-pong. Le leader, c'est celui justement qui va accompagner. Alors déjà, et en fait, il y a deux positionnements. Il y a comment en tant que leader, je comprends l'interculturel, comment je me positionne, comment j'apprends, etc. Et puis, il y a comment j'accompagne mon équipe pour que eux puissent avoir aussi cette compréhension-là. Et donc, le leader, c'est celui qui va un peu défricher pour pouvoir accompagner derrière et prendre en compte les questions de conviction personnelle à la base, les blocages qu'il peut y avoir, mais surtout le côté, comme je vous mets dans une situation où vous n'allez pas être à l'aise, ça va pas être confortable pour vous, mais c'est normal, on va en parler. Donc, il y a vraiment ce côté créateur de dialogue, en fait, sur l'interculturel. Moi, j'ai toujours lié la question de l'interculturel à la question du dialogue. Le leader, c'est celui qui va créer le dialogue au milieu de l'interculturel, qui va faire en sorte de fluidifier les choses. Une des approches qui, pour moi, sont hyper intéressantes, c'est ce qu'on appelle maintenant le storytelling, c'est-à-dire les histoires. Il y a très longtemps, quand j'étais en école de commerce, j'ai fait mon mémoire sur l'utilisation de la narration pour sensibiliser les managers à l'importance de gérer la diversité culturelle. Des anecdotes, ce qu'on fait là, en fait. Mais c'est une manière très efficace, de manière générale, parce qu'on amène de l'émotion. On amène les personnes, en fait, à se rendre compte par elles-mêmes de l'intérêt de gérer cette diversité, de l'intérêt de poser des questions à l'autre, etc. Sur l'importance du leader dans tout ça. C'est celui qui raconte les histoires. Et le leader dans tout ça. Son rôle est central, bien sûr. Vous vous rappelez peut-être de vos cours d'économie avec Adam Smith, qui promouvait la main invisible du marché, qui réglerait comme magiquement les échanges. Et lui, ce qu'il préconisait, et ça a été repris par l'école libérale après, c'était le laisser faire, laisser aller. Sur la question du leadership, ça vous surprendra pas, je suis pas très libéral, je suis plutôt interventionniste. C'est-à-dire que dans les unités que j'ai commandées, toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer venaient d'un défaut de commandement. Et un défaut de commandement, ça peut être deux choses. Soit c'est quelqu'un qui commande mal, soit, et c'est plus souvent le cas, et c'est plus souvent embêtant, c'est quelqu'un qui commande pas, ou pas assez. Moi, j'ai été confronté à ça à titre personnel, hein. Quand j'étais jeune officier, j'ai insuffisamment commandé. J'avais un déficit de confiance en moi, une espèce de syndrome de l'imposteur, comme on peut le voir souvent chez les jeunes cadres. Et donc, je pense que j'ai été un peu meilleur chef en fin de carrière qu'en début de carrière, une fois que j'avais quelques réalisations à mon actif et que j'ai gagné en confiance en moi. Mais évidemment qu'il faut que le cadre soit présent, ne serait-ce que, et on pourra en reparler, pour protéger les plus faibles. Parce que dans les rapports humains, vous avez trop souvent, c'est un peu la nature humaine, des rapports de force. Et si vous laissez faire, eh ben en fait, c'est au détriment du faible. Et ça pourrait être une manière de décrire le leader comme étant celui qui protège le faible. Il y a cette question de la responsabilité et puis de la peur, c'est-à-dire que finalement, je chasse ma peur de prendre cette responsabilité-là à protéger l'autre, mais parce que j'accepte aussi d'incarner pleinement ce rôle de leader à travers ce travail de confiance et d'estime de soi. Merci à tous les deux, on approche de la fin.
On a une dernière question avec Virginie sur cette vision que vous avez tous les deux de l'évolution de l'interculturalité. En un ou deux mots, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre derrière cette évolution-là pour les années à venir? Un peu plus que 2 mots, si ça vous embête pas. L'évolution de l'interculturalité, je dirais, ça dépend. Et ça dépend d'un truc qui me semble central, c'est le cadre. Lacordaire disait à la fin du XIXe siècle, entre le fort et le faible, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Ok. Un exemple tout simple en entreprise, j'ai accompagné un dirigeant qui m'expliquait la façon dont il s'y était pris pour mettre en place le télétravail. Il avait dit, bah, en fait, après le Covid, j'ai laissé faire, je leur ai dit, débrouillez-vous entre vous, vous êtes des grands garçons. Les résultats, eh ben, c'est les grandes gueules et les mecs avec un gros taux de testostérone et des grosses épaules qui ont dit, bah, au fait, moi, je prends le vendredi et le lundi, puis les autres qui ont pâti de cette absence de règles que le leader n'avait pas mis en place. Et ça, dans le domaine militaire ou de la sécurité générale, il y a plein d'exemples historiques qui indiquent que quand il y a pas de règles, eh ben, il y a un asservissement du faible par le fort. Parce que c'est un peu la nature humaine qui est comme ça. Et moi, il y a un exemple qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'y ai vécu des choses dures, c'est la Yougoslavie. La Yougoslavie, elle a tenu en tant qu'assemblage d'États tant qu'il y avait un pouvoir fort, Tito et ses successeurs, et elle a basculé dans la violence et dans une forme de guerre civile lorsque le cadre a disparu. Et donc je crois qu'il faut se méfier de l'idée que le majoritaire ou le plus fort sera naturellement enclin à bien traiter le plus faible ou le minoritaire. Et donc ça revient un peu sur ce que je disais sur le leader. L'interculturalité, si elle n'est pas encadrée, je pense qu'il y a le risque qu'elle sombre dans la violence. Donc oui, aux faits interculturels, évidemment, mais avec une vigilance tout de même. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interculturel, en tout cas la multiculturalité, a toujours existé. Il faut arrêter de se dire que c'est maintenant avec les vagues migratoires, etc. En fait, voilà, moi je suis bretonne, la galette bretonne, elle existe parce que le sarrasin, il est venu d'Asie du Nord-Est en passant par la Russie et le nord de l'Europe pour arriver chez nous. Le thé à la menthe marocain, il vient de l'Himalaya. Donc en fait, la diversité des cultures a toujours existé. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, c'est comment on fait des liens en fait entre ces cultures. Je pense qu'au niveau des entreprises, moi, les retours que je peux avoir de clients, de prospects, d'entreprises avec lesquelles j'échange, c'est que on commence enfin à se poser la question en France, mais on ne sait pas comment faire. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la question et je commence seulement à avoir des gens en face qui me disent « Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. Il serait temps qu'on s'en préoccupe. » mais qui ne savent pas comment. Donc, j'ai bon espoir sur le fait que, voilà, autant les boîtes qui bossent à l'international que celles qui ont un personnel, des employés de plein de cultures différentes, qu'on puisse enfin se dire, OK, c'est pas juste parce qu'il y a des différences que ça marche. Au contraire, il faut l'accompagner. Donc, voilà, moi, mon espoir pour l'évolution interculturelle et au niveau de la société, mon grand espoir, c'est qu'on arrête de se dire, OK, la France, c'est ça. Donc, maintenant, les gens, ils vont s'y plier. Non, la France, elle est faite de plein de cultures différentes. Le jour où on va accepter ça, là, il y aura de la cohésion et là, ça va commencer à être plus fluide. Sur ces magnifiques paroles, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie infiniment, Charlotte et Guillaume, d'avoir partagé avec nous ce merveilleux moment. Et vu qui écoutez cet épisode, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en notant 5 sur 5, en nous mettant des commentaires et tout ça. On sera ravis de continuer ce dialogue avec vous. Je vous souhaite donc une très belle journée. Au revoir.